cru longtemps que mon invité dormait avec une cravate. C'est faux, je vais vous le prouver. Adi Yacine, chef chance. d'antenne de LCN. Merci, Il merci. n'est pas, c'est comme... Non. Donc, il y a une Mais vie en dehors de je l'écran. traîne des costumes quand même dans mon véhicule Ah en ce oui? moment. OK. Ben, j'ai toujours 2-3 costumes de préparer. Je comprends. Un pour ce soir, un autre pour demain, et peut-être un autre pour dimanche. Tabarouette, j'allais dire, et un qui sent la cigarette. Non, mais écoute, c'est formidable. Il a dit, très heureux de... On se croise très souvent ici, parce que la salle des nouvelles de TVA, LCN et Exactement. Cube Radio, c'est un peu la même. Et la première question, naïve, tu diras, mais je sais qu'il y a plein de monde qui vont faire, bon, enfin, on va le démêler. Qu'est-ce que ça fait un chef d'antenne? C'est quoi la réalité de la définition de tâche d'un chef d'antenne? Mon Dieu, grosse question. Hein. Ben, c'est un rôle d'animateur, de lecteur, mais en fait, un chef d'antenne, c'est quelqu'un à qui on a confié les rênes d'un bulletin et qui a la responsabilité d'apporter sa vision dans ce bulletin-ci. Donc, d'apporter ses couleurs, ses idées. On est évidemment très entouré quand on fait un bulletin. On n'est pas tout seul. On a un pupitre, on a un réalisateur, on a des producteurs aussi, des affectateurs. Évidemment, les décisions se prennent en groupe. On s'attend à ce que le chef d'antenne, parfois, intervienne pour dire « Ah, ça, je suis moins à l'aise. Oh, ça me convient plus. » C'est un certain jugement éditorial. OK. Ben, mais au-delà de le bulletin et le choix des nouvelles qui vont être présentées, c'est toi qui as le dernier mot. Non. Je dirais pas que c'est moi qui ai le dernier mot, mais je choisis un peu comment on va en parler. OK. J'écris beaucoup mes textes. Évidemment, on a des rédacteurs qui nous accompagnent, qui écrivent avec nous certains des textes. Je revois les textes. Parfois, il y a un mot qui me dérange, je suis pas sûr. Je vais changer le mot. Des fois, je suis pas sûr du titre qu'on va indiquer au bas de l'écran. Évidemment, je peux pas prendre le mérite de tout ce que je fais, de tout le bulletin. Là. Moi, je beaucoup en équipe. Oui, exactement. Okay. Je constate que je fais 20% du travail, mais c'est aussi de prendre toute l'équipe puis d'essayer de la souder ensemble. Puis, je te dirais, un bon chef d'antenne, c'est un animateur avec qui l'équipe se sent bien. OK. Puis, même un rôle de leadership. Là. Oui. Puis, de plus en plus, je l'assume. Parce qu'au début, évidemment, quand j'ai commencé comme animateur, je n'avais jamais fait ça. On me l'a confié il y a 2 ans ici à TVA. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans ce rôle-là, j'ai commencé à comprendre comment faire en sorte que tout le monde se sente bien. Tu sais, des fois, on a un nouveau rédacteur, il est tout nouveau, il sort de l'université. Il se sent peut-être un petit peu nerveux, il est moins sûr de ses textes. Ben, je trouve que c'est important de l'accompagner, de faire du feedback aussi, puis d'en prendre soin pour que finalement toute l'équipe se sente bien. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui disent le journalisme en général, ça manque d'objectivité, les journalistes ont une couleur malgré eux, peu importe. Tu réponds quoi à cette critique-là qu'on entend souvent? Ben, je l'entends tous les jours. Moi, je pense que la meilleure façon de s'informer, c'est de s'informer à plusieurs endroits. OK. Pas seulement LCN ou TVA ou le Journal de Montréal. Fred Bastien, par exemple. Non, mais vraiment de consommer tout ce qui est possible. Parce que oui, chaque média a ses orientations. Je pense pas qu'un média a un agenda avec un objectif très précis, mais un média est généralement conçu de personnes qui, au fil du temps, vont venir à partager certaines idées communes et, malgré eux, inconsciemment, vont développer des biais. Puis on le voit en France, on le voit dans les réseaux américains. Parfois... Adi, ouais. On le voit dans tout. Ça s'appelle la culture d'entreprise. Exact. On le voit chez Bombardier, puis on le voit au dépanneur Couche-Tard au coin. Non, mais pour vrai, on réinvente rien. Là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aucune organisation et tout et son contraire. Écoute, avec un club de balle-molle. L'exemple le plus frappant, j'entends souvent tel média a une tendance pro-israélienne. Ensuite, j'entends tel média a une tendance pro-palestinienne. Écoute les deux. Écoute les deux médias. Tu vas avoir une vision plus globale de ce qui se dit dans les deux cas. Ouais, je te suis. Et ce sont des perspectives qui sont réelles. Elles ne sont pas fausses. Mais oui, effectivement, il y a certains médias, des fois, qui ont une tendance pendant quelques temps. On le voit aux États-Unis, il y a des tendances très pro-Trump, des fois très anti-Trump. Si tu consommes les deux médias en même temps, tu vas avoir la meilleure vision possible de la réalité. Qu'est-ce qui, toi, t'intéresse le plus dans l'actualité en général? Je te parle pas d'un sujet, en voulant dire Palestine-Israël ou le sport, mais, tu sais, le week-end, là, t'ouvres un journal, tu vas sur un site Internet XY, t'es attiré par quoi en premier, là? Ton top 3 en termes d'intérêt personnel? Ben moi, je suis d'origine arabe. Clairement, c'est visible. Tout ce qui touche le Proche-Orient, le Moyen-Orient, ça m'habite en permanence. OK. Donc, j'ai ce biais de vouloir savoir exactement ce qui se passe dans cette région du monde. C'est pas toujours accessible à quelqu'un qui découvre ça le premier jour, mais moi, je le suis depuis plusieurs années. Donc, j'ai tendance à sauter sur la section internationale en premier. OK. T'as-tu des médias favoris en Europe? J'écoute beaucoup la télévision. Je sais que c'est étonnant parce que j'ai 31 ans, puis on s'attend à ce qu'à 31 ans, on consomme plus l'information sur les réseaux sociaux. Mais non, j'écoute beaucoup les réseaux de télé. Puis BFM? j'écoute, entre autres,
Parce que c'est accessible ici sur une application très claire. Là. Puis honnêtement, je trouve qu'ils font un excellent travail en France. Puis j'écoute aussi les médias belges. J'écoute des médias aussi arabes. C'est des perspectives tellement différentes de ce qu'on a ici. Je dis pas qu'ils sont dans le tort ou qu'ils sont dans le tort, mais c'est des façons de voir le monde différemment. T'sais, en Russie, en ce moment, ils traitent la rencontre avec Trump d'une autre manière. Ouais, c'est Puis inévitable. nous, on a un autre regard sur ça. Puis des fois, je me dis, si je pouvais parler russe, j'irais consommer ce qui se fait là-bas, mais j'ai pas cette possibilité-là. J'ai vu une pancarte dans le journal Le Monde, j'ai vu une pancarte qui est à quelque part, je sais plus où, en Russie, mais dans un grand centre, qui est écrit en russe, ils nous l'ont traduit, mais l'Alaska est encore en Russie. Oui, bon. parce que c'est en 18... Ouais, 1805. Oui, c'est ça, où ça a été acheté pour une bouchée de pain là, par les Américains. Bon, ça fait que tu vois, qui ici parlerait de ça, à part si on parle d'une note historique, mais là-bas, c'est un panneau. Tu vois, c'est genre, c'est un élan patriotique. Là. C'était en 1867 pour 7,2 millions à l'époque. Okay. Alors, effectivement. L'Alaska, tu comprends? Oui, exact. C'est l'État au Ouais, complet. on va acheter l'Alaska. Puis ce soir, on aura, selon les médias américains puis les médias russes, deux regards complètement différents sur cette rencontre-là. C'est certain. Ça fait que là, donc, l'actualité internationale, beaucoup. suivie de... Écoute, ma lacune, c'est le sport. Donc, on peut déjà éliminer le sport. Il n'y a rien de ça qui... Non, mais ça m'intéresse, ça me fascine, toute l'économie autour, là. Oui, la sociologie autour, les grands événements, ça me fascine. Mais souvent, je vais dire à mes rédacteurs, hey, comment tu prononces ce nom-là? Là, c'est Yannick Sinner. OK. Merci. Ouais, non, mais c'est le nom des joueurs de hockey aussi. Je vais suivre évidemment le Canadien pendant les séries. Oui. Mais j'ai une grande lacune côté sport. Là, tu as reçu une médaille. J'ai vu ça. Tu as reçu une médaille du gouvernement fédéral. Du Sénat. Ouais, mais OK. Donc, fédéral. Fédéral. Mais raconte. Pourquoi? Moi. J'ai reçu un appel il y a plusieurs Surtout, mois. pourquoi pas moi? Moi, quand j'ai reçu l'appel, je me suis dit, pourquoi moi? Puis au début, j'y ai pas cru. OK, t'as pas appliqué. Non. C'est quoi, on dit, hey, lui, on va lui donner une médaille. Moi, j'ai grandi à Montréal-Nord. Ouais. Je vis encore là aujourd'hui. J'ai été dans une école qui est, en guillemets, défavorisée. OK. Où les chances de réussite sont moins élevées. OK. Malheureusement. Quand quelqu'un sort du lot, évidemment, ça saute aux yeux. Puis il y en a du monde qui ont sorti du lot dans mon ancienne école. J'ai un attachement encore avec mon quartier, puis ça fait en sorte que constamment, j'ai parfois des propositions, j'ai des demandes, puis j'ai appris soudainement qu'on m'avait inscrit. Et c'est quoi? C'est la médaille de quoi? C'est la médaille du Sénat qui la remettent pour l'accomplissement. Dans plein de départements, là. Oui, toutes sortes de personnes peuvent la recevoir. Quelqu'un qui a donné toute sa vie à faire du bénévolat pourrait la recevoir. Oui. Moi, on m'a contacté puis on m'a dit on aimerait te la remettre. OK. J'ai demandé pourquoi, puis on m'a un peu expliqué les raisons qui m'ont qui ont conduit à mettre mon nom sur la liste. Oui. Tu sais, quand on te dit on va te remettre une médaille, tu te dis ouais, est-ce qu'il n'y a pas plus de. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui la mérite plus que moi? Parce que oui, évidemment, je suis content de ce que je fais, je suis honoré, je suis privilégié. Mais tu sais, la vie m'a beaucoup donné. Tu sais, je la prends, cette médaille-là, mais j'ai hésité au début en me disant... il me semble qu'il y a d'autres personnes qui la méritent, cette médaille. Fait que sur le coup, tu as répondu ça. Non, mais sur le coup, j'ai dit, je vais y penser, je vais en parler à mes patrons. Vraiment? Oui. Parce que, évidemment, il y a un devoir de neutralité puis un devoir de réserve quand on est journaliste. Ouais. Puis accepter une médaille, je voulais m'assurer que cette médaille-là ne vient pas d'un parti politique. Oui, non, ben non. Elle vient de l'institution, le Sénat. Ouais. C'est ce qui m'a conduit à l'accepter. Je voulais absolument m'assurer que ça pouvait pas me mettre en contradiction avec mon travail de journaliste. Quand on m'a dit non, c'est vraiment le Sénat qui la remet, la sénatrice. J'ai dit bon, je l'accepte avec beaucoup d'honneur. Il y a eu une cérémonie à mon école secondaire. Puis on m'avait demandé de choisir un endroit qui était important pour moi. Oui. J'ai choisi mon école secondaire Québec-Sol-la-Vallée. Parce qu'on m'a dit, si tu veux, tu vas pouvoir t'adresser aux jeunes. Puis on a rarement la chance de s'adresser à des jeunes. Puis pourquoi LCN, c'est pas 18-24, votre principal? Non, OK, je me trompe. Puis écoute, ils ont rempli l'auditorium ce matin-là. Je m'attendais à 200 jeunes. Ouais. Il y avait peut-être 800 jeunes. Pour vrai? Il était plein au complet. Il y avait mes anciens profs qui étaient là. C'est malade. Moi, ça m'a profondément touché. Ben parce que je m'attendais pas à ça. Dans le sens, je m'attendais, oui, à recevoir une médaille, une petite cérémonie, la sénatrice photo, mais je pensais pas que j'allais avoir autant de jeunes attentifs. Quand on t'a offert de passer de reporter, c'est ce que tu faisais, à chef d'antenne. Donc, allez hop, c'est toi maintenant. Exact. C'était basé sur quoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Il y a quelqu'un à quelque part qui t'a dit, nous autres, on pense que... Moi, il y a un ancien patron qui n'est plus ici à TVA qui m'a dit, je te vois faire ça. Puis... C'est tout. Il n'a pas élaboré. Ben, c'est un feeling. OK.
Il m'a dit, je te vois faire ça, t'es quelqu'un de très travaillant, on le voit, t'es constamment actif sur Twitter. Est-ce que ça te tente? Puis honnêtement, pour moi, c'était une consécration. Donc, quand Xavier m'a fait cette proposition-là, là, j'ai 31. C'est que t'avais quel âge? Oh, écoute, j'avais 28. Sérieux? Oui. Ben, écoute. Ben, ça m'a touché, puis j'ai dit, oui. Puis j'ai été très ému parce que je rêvais de ça plus jeune. Mais tu sais, quand t'as un rêve, t'es jeune, tu te dis, est-ce que c'est accessible? Est-ce que ça se peut? Est-ce que... Puis tu sais, après ça, Tu regardais qui à ce moment-là? Ben, moi, j'ai grandi avec la télé québécoise. Donc, j'ai vu Jean-Luc Mongrain à la télé, j'ai vu Pierre Bruno, j'ai vu Sophie. Puis tu sais, quand je suis arrivé ici, les premières fois que j'ai rencontré Sophie, ben, jusqu'à son départ... Comme si elle sortait de l'écran. Ouais, mais jusqu'à son départ, Sophie m'a toujours un peu intimidé de par son aura et sa présence. Puis je suis convaincu qu'elle l'a senti elle-même. Puis c'est drôle parce que Stéphane Bureau, ça a été la même affaire. Puis là, on travaille ensemble. Hier, on l'avait à 22h dans le bulletin. Puis je l'ai dit à Stéphane la première fois que je l'ai rencontré. J'ai dit, je suis tout le temps fébrile quand je viens de parler. Je suis tout le temps nerveux parce que j'ai grandi en te regardant aller. J'assistais aux entrevues juste pour rire, tourner à la place des arts parce que j'étais fan de Stéphane Bureau. Puis là, de le côtoyer, je trouve ça impressionnant. Et puis, qu'est-ce que tu fais encore sur X? Pourquoi tu perds ton temps là? Ben, il y a beaucoup de monde qui sont là encore. Ben, il y a beaucoup d'institutions, beaucoup d'organisations, de politiciens. Il y a beaucoup de gens, de comptes anonymes, de gens qui sont violents. Ça te donne quoi? Ben, je pense que ces gens-là existent. Ces gens-là nous consomment, nous écoutent. Oui, mais j'ai comme pas envie de briser ce... Tu sais, moi, je pense que j'ai un lien de confiance avec certaines personnes, puis je le conserve. Puis, je vais donner un exemple. Durant la pandémie, là, le lien de confiance était un petit peu fragilisé. Oui. Puis souvent, je couvrais des manifestations anti-mesures sanitaires. Venaient me voir des gens dans les manifestations pour me dire « Toi, tu penses quoi du passeport vaccinal? » Souvent, je leur répondais « Je trouve ça malheureux pour vous parce que vous avez un sentiment d'injustice qui vous habite. Vous avez refusé d'être vacciné. Je suis désolé pour vous. » Puis eux, de voir cette empathie-là que je leur manifestais, ça crée un lien de confiance. Puis je me suis toujours dit, on pense différemment partout dans le monde. Si on se met à tourner le dos à tous ceux qui pensent pas comme nous, on est foutus. Il y a une différence entre ça et se faire crier dessus. Oui, mais souvent, quand je me fais crier dessus, là, je réponds gentiment. Pas vrai. Puis il y a des gens qui s'excusent après. Puis moi, je me dis, il y a personne qui se connecte sur Internet pour t'insulter avec plaisir, volontairement. Tu sais, souvent, les gens vivent une détresse, ils sont malheureux, une souffrance. X, c'est comme la meilleure façon de se libérer d'une colère. Puis là, toutes les occasions sont bonnes pour envoyer, je vais le dire, de la merde à des journalistes. J'en reçois, puis tu sais, honnêtement, plus souvent, je réponds pas. Quand je réponds, je le fais avec beaucoup de respect puis de gentillesse. Puis souvent, les gens s'excusent. Puis des fois, les gens réalisent que ils ont été trop loin. OK. Y a-tu un ton obligatoire quand on lit les nouvelles comme toi? Dans la façon de parler? Ouais. Il y a un ton. Je te parle pas du choix, je te parle pas de ce que tu dis, je te parle pas de le contenu. Ouais, je comprends. Parce qu'on a l'impression, moi, comme spectateur, j'ai l'impression que ces gens, coudonc, c'est ça le ton, lire des nouvelles. On n'a pas le droit d'aller ailleurs. Il faut que ça soit là, sérieux. C'est obligatoire ou c'est juste des choix? Non, c'est pas obligatoire. Je pense que c'est un choix. OK. Tu sais, je regarde mon collègue Philippe Vincent Foisy, très naturel, très, très authentique. Moi, j'ai grandi avec des anchors américains, des anchors français... Ce côté très solennel, cette façon de lire de façon très solennelle. Puis inconsciemment, j'ai reproduit ce modèle-là. Puis c'est pas un personnage, mais ce rôle-là, avec cette façon de lire les nouvelles, aujourd'hui, c'est un peu moi. Okay. Puis je l'aime, ce personnage-là. Parce que je me fie à ce que je reçois comme message, ça rejoint beaucoup de gens. Puis je me dis, si les gens aiment ça, puis moi, je suis bien là-dedans, je continue comme ça. C'est quoi le plus dur dans ta job? C'est quoi, là, être un lecteur de nouvelles, en vue, plein de monde te connaissent, le lendemain, ça repart. C'est quoi le plus dur? C'est quoi le défi chaque jour? Le vrai défi, compte-moi pas les histoires corpo, là. C'est quoi, là, la vraie affaire? Faire des choix dans ce qu'on traite parce que... mais parce que on regarde pas toujours au même endroit. On traite beaucoup de mauvaises nouvelles. Ouais. C'est un concentré de négatifs. C'est un concentré de mauvaises nouvelles. Puis on reçoit beaucoup de témoignages, de courriels de gens qui vivent des injustices, des détresses. Qui veulent que vous... Qu'on raconte leur histoire. OK. Puis elles sont... Des fois, c'est terrible ce qu'on reçoit. Je reçois par courriel des gens qui ont subi des histoires de brutalité policière. Une mère à qui on a enlevé la garde de ses enfants, puis qui est convaincue qu'elle était la meilleure personne pour en prendre soin. Chacune de ces histoires demande beaucoup de complexité pour pouvoir aller au fond de l'histoire.
C'est pas tous les témoignages qui aboutissent en ondes. Puis c'est dur de dire à quelqu'un, malheureusement, on ne pourra pas aller de l'avant. OK. Mais souvent, je leur dis, nous, on est le dernier recours. Avant ça, il y a d'autres filets pour vous aider. Puis je trouve ça dur de dire à quelqu'un, on pourra pas, malheureusement, Ouais. Je vais être la Xème personne à dire que je m'en occuperai pas. Là. Puis là, le soir, cette personne-là regarde le bulletin de nouvelles, puis elle voit un segment consacré à un nouvel animal qui arrive dans un zoo. Ouais. Je me dis, elle doit vraiment trouver ça très dur. Les qu'on se dents soit noires pas puis été- le couch, là. Tu fais Exact. comme, ah oui, c'est ça qui m'a Mais remplacé. souvent, il y a des histoires qui sont tellement difficiles à vérifier. Ça demande beaucoup de ressources qu'on n'a pas tous les jours. Non, c'est vrai. Et ça nous freine. Ouais. Adi, j'avais une question pour toi. Tu l'as mentionné, tu viens de Montréal-Nord, de l'école Calexa-la-Vallée. Tu as une grande humilité aussi. Mais ce qui a fait cet amour du travail qui t'a amené où tu es présentement, est-ce que tu l'avais déjà dès la tendre enfance? Est-ce que ça vient des parents, des profs, de toi-même? Qu'est-ce qui a fait, là, au-delà des circonstances, que tu as réussi à tailler une place dans ce milieu-là? J'étais déjà très travaillant au secondaire. Pour moi, dès que je suis entré au secondaire, moi, je voulais absolument aller au privé. J'avais un cousin qui est allé à Regina Assumpta. Et moi, quoi ça? C'est où, ça? école privée à Montréal, OK. dans le quartier, c'est Cartierville. Ouais. Très réputé. Et moi, je suis allé à Calexa-la-Vallée parmi les écoles les moins bien classées. Puis j'avais ce complexe-là d'aller à cette école-là en me disant, écoute, pourquoi moi, mon père m'envoie dans cette école-là, puis mon cousin, qui a grandi dans le même quartier, va dans une meilleure école, avec un uniforme, puis il y avait un ordinateur portable qui était fourni. Puis je me suis dit, c'est pas ça qui va faire qui je suis. Puis j'ai commencé à beaucoup m'impliquer à l'école. J'ai mis sur pied le conseil étudiant, parce qu'à mon école, il n'y avait pas encore de conseil étudiant. Avec des amis, on a mis sur pied le conseil. On a créé le comité qui a créé le conseil. OK. Après ça, je me suis impliqué dans tous les spectacles possibles. Puis j'ai rencontré entre-temps un ami qui s'appelle Kenny. Kenny qui coachait l'équipe d'impro, qui m'a dit « Hey, ça te tente dessus? » J'ai embarqué dans l'équipe d'impro. Après ça, il y a eu la troupe de théâtre. Puis je me suis mis à baigner dans ce monde-là où j'avais comme plus de temps pour niaiser, à part m'impliquer dans tous les projets possibles. Puis, tu sais, évidemment, il y a une part de personnalité là-dedans, là, dans le sens où il y a du monde qui trouve le bonheur en faisant de l'impro, il y a d'autres qui trouvent le bonheur en jouant de la guitare. Moi, c'était l'impro. Puis l'impro m'a ouvert plein de portes. Puis, tu sais, quand tu fais de l'impro, puis du théâtre, tu lis des livres, tu consommes de la culture, tu deviens meilleur en français. Puis, tu sais, j'ai la chance d'avoir eu beaucoup de facilité à l'école. J'étais naturellement bon, mais parce que j'avais une mère, j'ai encore une mère, qui m'a beaucoup accompagné dans mes devoirs au quotidien. Tout mon primaire, tout mon secondaire. Ma mère me faisait répéter mes verbes, mes homophones, mes tables de multiplication. Quand j'étais arrivé au secondaire, je réussissais somme toute très bien dans toutes les matières. Puis j'ai ajouté à ça toute l'implication dans tous les projets possibles. Puis quand je suis sorti du secondaire, ça a été la même chose au cégep puis à l'université. Puis je pense que ce niveau-là de vouloir toujours aller plus loin, je le garde encore aujourd'hui. Puis Je vais vous rajouter de quoi par rapport à ce que tu as dit, Fred, puis à ce que tu viens de dire. Vas-y. Connaissez-vous un auteur qui s'appelle Malcolm Gladwell? Oui, oui. Bon, lui, il a écrit plusieurs livres fascinants, j'ai tout lu, dont un qui s'appelle David contre Goliath. Et lui, il dit, moi, je l'ai vécu, puis ça va illustrer exactement ce que tu as vécu. Il dit, contrairement à l'opinion populaire, c'est pas d'aller dans la meilleure école qui fait en sorte qu'un étudiant va réussir. Parce que si t'es moyen en maths dans une classe ordinaire, tu vas être fort. Donc, la confiance embarque, il y a plein d'affaires qui embarquent. C'est exactement ce que tu es en train de raconter. Tu vois, justement, à mon école, il y avait plus d'étudiants en difficulté. Ben oui. J'avais le sentiment de sortir du lot. Ben voilà. Et j'avais le sentiment d'être le meilleur. Quand je suis arrivé au cégep, j'ai été confronté à des gens qui arrivaient d'écoles privées et j'ai réalisé que j'étais au-dessus de la moyenne. Parce que j'ai passé tout mon secondaire à travailler très fort. Oui. Puis, Non, mais tu as été récompensé pour ça, c'est ça que je veux dire. Oui. C'est dans la tête beaucoup, là. C'est que je trouve ça fascinant. Même que dans le livre, il disait, parce qu'il y a une grosse section sur l'école, tu sais, c'est des exemples dans plein de sphères, mais il disait que le chiffre idéal, encore là, contrairement à l'opinion populaire, pour une classe, c'est 19. Ah oui. Oui, pour vraiment, si on veut mettre vraiment un mot. Puis pourquoi les gens disent, ça serait bien mieux une classe crème de 5, imagine le prof en a juste 5. Non, parce que si t'es 5, puis que t'as le malheur d'avoir là-dessus 2 petits gênés, ils vont jamais, parce que tout le monde a le spotlight l'un sur l'autre tout le temps. Et si t'es 30, ben là, c'est sûr que là, le prof peut pas donner autant que. Ça fait que ça casse plein d'idées. Mais il fait que ça, Malcolm Gladwell, là, si vous avez pas lu Le Point de bascule, entre autres, son premier livre, là, c'est absolument fascinant. Mais je trouve que ça me fait penser à ça, ton histoire. C'est que tu dis, ah oui, j'aurais voulu aller dans une grosse école. C'est que les parents qui nous écoutent, là, c'est pas tout le temps une plaie d'Égypte
de dire, mon jeune, j'aurais aimé ça avoir l'argent de l'envoyer au public, au privé. Parce qu'au privé, il serait peut-être ordinaire. Moi, je l'ai vécu au secondaire. J'étais au public tout le temps. Oui. Quand je suis arrivé en droit à l'Université Laval, j'étais un extraterrestre, mon vieux. J'arrivais de la polyvalente Charlebourg et du cégep Limoilou. Donc, mon deck en cafétéria puis une place à bandit. Là. Puis c'était comme ça n'existait pas. Tout le monde arrivait des jésuites à Québec et tout. Mais crime, quand j'étais au secondaire, en secondaire 1, ils te mettent au hasard. C'est que tu arrives dans une classe où tout le monde était meilleur que moi en maths. Secondaire 2, c'est l'inverse, donc ils me mettent dans un groupe poche. C'est moi le meilleur. Je l'ai vécu le zigzag. Ça fait que c'est vrai, à plus large échelle, le choix de l'école lui-même. Puis quand je suis allé à mon école secondaire pour recevoir la médaille, c'est le message que j'ai voulu retransmettre. Ben, sûrement. Je leur ai dit, vous arrivez dans cette école-là, vous êtes en secondaire 1. On vous dit souvent que votre école fait partie des écoles les plus défavorisées. C'est pas important, ça. Oui, c'est ça. C'est pas important. Il y a tellement plus après. Secondaire, c'est 5 ans. Le cégep, après, ça va être super important. L'université encore. Puis il y a certaines personnes qui n'iront pas au cégep, n'iront pas à l'université. Je leur ai dit, c'est pas grave. Parce qu'au privé, on t'encourage beaucoup à poursuivre après vers les grandes professions. Je regarde aujourd'hui des amis qui ont fait des grandes études. C'est pas nécessairement les gens les plus heureux, les plus comblés, là. Il n'y a pas un lien direct, c'est pas vrai. Non, exact. Ouais. C'est quoi ton fait saillant qui est arrivé, genre une bourde live en direct que tu as fait tabarouette? Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que quand tu fais du direct, je rêve pas. Oui. C'est sûr que quelque chose arrive des fois, là. C'est quoi que tu te souviens que moi, tu je peux t'avoue dire? quoi? Je suis quelqu'un de très préparé. OK. Je suis ultra préparé. Justin va puis, dire comme moi. je suis ultra préparé, puis je répète mes textes autant que Tu possible. répètes tes textes. Ben, mais t'as pas un prompteur? Oui, Ouais. mais j'ai un télésouffleur, évidemment, mais on écrit nous-mêmes les textes avec des rédacteurs. Je vais lire les textes avant. Je vais tout faire en sorte que tout soit bien aligné. Puis souvent, je vais dire au réalisateur, hey, être sûr qu'on a cette image-là, être sûr qu'on a cette carte-là. Tu sais, certains collègues te diraient, je suis un petit peu trop intense, mais j'ai ce besoin-là viscéral d'être certain qu'il n'y aura pas de bourde en ondes, pas d'erreur en ondes. Non, mais il est dû en arriver à dire, là, essaye pas. Là. Oui, ben écoute, je me suis déjà trompé dans le nom de quelqu'un. Bon, si c'est ça ta grosse erreur. Écoute, je me souviens, c'était le décès de Jean-Pierre Ferland. C'était une émission spéciale. L'émission venait de commencer en plus. C'était... Et le nom m'échappe malheureusement. Là. Celui qui a réalisé son album Jaune. Ah ben là, je sais pas c'est qui. Je vais te sortir ça tout de suite. Ouais. André Perry. Oui. André Perry. Alors lui, il est quand même connu. Ouais. Très connu. Ouais. Puis t'as dit Katy Perry. Je l'ai appelé Andrew Perry. OK, Parce OK. que dans Télésouffleur, il était écrit Andrew Perry. C'était OK. André Perry. Et là, je commence l'émission en disant « Allons retrouver monsieur Andrew Perry. » C'est sûr que ça fait un petit peu... Et ça l'a blessé. Oui. Ah oui, Et hein? il me l'a fait savoir Oh, en ondes. God! Il a dit non, c'est André Perry. OK. C'est que c'était pas juste un nom que c'est quand même quelqu'un avec qui tu commençais une entrevue. Exactement. Ouais, c'est sûr que là, c'est C'est malaisant. André Perry, c'est pas Andrew Perry. Je suis québécois. Oui, bon. Puis là, je me suis excusé. Ouais. Puis j'ai senti ça. Mais tu vois, ça, c'est une erreur de ma part. Ouais. Je m'en suis excusé. Puis à la fin de l'entrevue, je me suis excusé à nouveau. Il m'a dit c'est pas grave, on oublie ça. Mais je veux pas que ça arrive une autre fois. Là. Je fais tout pour pas que. J'ai bien compris. Tu sais, je sais que des fois, Mais ça si peut c'est ça ta arriver. pire bourde dans tout Oui, moi, c'est là, ça, c'est ça. tous les jours en direct, c'est comme Oui. bravo. Mais Touchons je du me- bois tout de suite, là. On va t'en souhaiter Ouais. rien de Mais tu pire sais, là, exact. prochainement. là. Je serais pas à l'abri d'une erreur éventuellement. Tu sais, Ben non, parfois, regarde, tu t'es venu poses faire une entrevue avec moi. T'es Ouais, pas à ben l'abri non, de- ben, ça me fait plaisir. Mais tu sais, des fois, tu poses une question à un invité, puis tu es peut-être pas conscient de certaines sensibilités, Ouais, puis t'es pas à l'abri d'une erreur. c'est sûr. Tu sais, il y a quelques mois, on avait reçu une femme trans en entrevue, puis c'était important pour moi qu'elle se sente bien, qu'elle se sente écoutée. Puis on a eu l'occasion de se parler juste avant l'entrevue. OK. Je voulais m'assurer que je ferais les choses dans les règles de l'art pour qu'elle se sente bien. Pour pas que ce segment-là, finalement, devienne viral sur TikTok pour parce les que mauvaises ça raisons. virait mal, Ouais. t'as raison. Fait que tu sais, je veux absolument que mes invités se sentent bien. Puis quand j'ai l'occasion de le faire, de leur parler avant l'entrevue, Ouais, je le ouais. fais. Puis, tu sais, évidemment, il y a des collègues qui se sont retrouvés parfois dans des bloopers qui sont devenus des cultes, là, tu sais. Mais ça peut arriver, ça va arriver, c'est sûr. Puis je pense que plus t'es à l'aise dans ton rôle, plus t'es à risque aussi de te Ouais, tromper parce ouais. que des fois, tu mesures pas que... Hey, merci beaucoup à Diacine de LCN. Merci, Donc, Marc. rappelle à tout le monde les heures où on peut Ben, écoute, t'écouter. durant l'été, un peu partout, n'importe OK, t'es quand. patché à droite à Ouais, gauche. c'est ça. Mais normalement, durant la saison régulière, c'est les samedis, dimanches OK. à 18, 20, 22. Ce sont des bulletins très écoutés la fin de semaine. On pense souvent que la fin de semaine, il y a moins de monde. Ouais, non. Tu sais, le dimanche à 18h, on a Ouais. parfois 800 000. Non, c'est grave. 900 000. Absolument. Puis Félicitations. merci. Puis je vois justement
l'impact de ces chiffres-là sur mon quotidien. Ah oui. Parce que... C'est sûr, quand t'es écouté avec des... Écoute, ben, qu'est-ce que tu voulais demander, frère? Non, mais je voulais juste souligner, là, tu le sais, tu reçois toujours des bons commentaires. Il y a aussi de mauvais commentaires. Tu disais, mais là, il y a des gens qui nous écoutent. Il y a Paul qui dit qu'il adore ce chef d'antenne. Puis il y a André de Québec aussi qui dit bravo, beau cheminement. Alors, bravo pour ce que tu fais, puis bravo pour les chiffres. Puis on est content de te compter parmi nos collègues. Et voilà. Puis merci à vous, vous êtes très bon. Ben, grand plaisir. Merci. Je vous Salut, écoute, vous êtes Adiacel. excellent. Ciao. Merci, Marc.